bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui, étant parisienne d'origine. Donc ça me fait toujours plaisir de parler de mon métier, de ce que j'ai pu faire dans le passé en France et plus particulièrement à Paris. J'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne conférence jusqu'à présent. Donc, mon nom est Célia Audan, je suis spécialisée en User Experience. Alors, pardonnez-moi, je vais utiliser énormément de termes en anglais, surtout que ça fait plus d'une dizaine d'années que je travaille énormément avec des anglophones et plus de 7 ans que je suis en Amérique du Nord. Donc, parfois, je fais un peu mon Jean-Claude Van Damme, j'ai un peu du mal à retrouver les mots français. J'ai un doctorat en psychologie que j'ai eu à Paris 5 à Descartes. Et donc, comme je vous le disais, ça fait plus d'une dizaine d'années que je travaille dans le jeu vidéo. J'ai démarré à Ubisoft à Paris, où je travaillais avec l'équipe éditoriale, plus particulièrement, et aussi l'équipe, un think tank qui s'appelle Strategic Innovation Lab. Ensuite, j'ai bougé à Ubisoft Montréal, où j'ai travaillé avec leurs équipes de playtest, et plus particulièrement avec le jeu Rainbow Six, la franchise Rainbow Six. Puis j'ai bougé chez LucasArts, où j'ai travaillé sur des jeux Star Wars qui n'ont malheureusement pas vu le jour, comme Star Wars 1313, que vous avez peut-être entendu parler, parce que Disney a fermé LucasArts. Et c'est à ce moment-là que je suis partie chez Epic Games en 2013, où je suis devenue directrice du User Experience au niveau studio. Donc j'ai travaillé avec la majorité des produits qu'on faisait à l'époque, y compris Unreal Engine. Et bien évidemment, j'ai travaillé de façon très proche avec l'équipe Fortnite, donc un petit jeu dont vous avez entendu parler peut-être. Et aujourd'hui, je suis consultante en freelance. Donc je suis indépendante depuis la fin 2017. Donc je voyage de par le monde pour aider plein de studios différents, mais aussi des jeux en dehors des studios, en dehors du jeu vidéo, pour parler du user experience, qu'est-ce que la psychologie cognitive peut apporter, et aussi sur des questions d'inclusion, de bien conscient, etc. Donc aujourd'hui, on va parler de user experience et on n'a pas énormément de temps, donc je vais aller assez vite pour vous montrer un peu en totalité qu'est-ce que ça veut dire et comment on l'applique dans le jeu vidéo. En général, quand on parle de user experience, la définition qu'on a, c'est on va essayer d'anticiper comment votre audience finale va percevoir et apprécier le jeu ou le produit que vous proposez, et aussi à quel point leur expérience est engageante. Et tout ça par rapport aux intentions design. Ça, c'est très important. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Don Norman. C'est un peu le gourou du UX. C'est lui qui est le premier à parler de user experience parce qu'il trouvait qu'il n'y avait pas de terme pour vraiment parler d'une expérience globale d'un utilisateur, d'une utilisatrice. Dans son idée, il a été VP à Apple. Donc, si vous réfléchissez un peu à l'expérience Apple, ce n'est pas juste quand on interagit avec le produit, que ce soit un iPhone ou un Mac, c'est toute l'expérience en amont. Donc, la publicité, la première fois dont on va entendre parler du produit, les conférences presse, quand on va à l'Apple Store, quand on déballe notre produit Apple, tout ça, ça fait partie de l'expérience utilisateur. Et donc, c'est dans cette globalité qu'on appréhende l'expérience utilisateur. Donc, on essaie vraiment de réfléchir à qu'est-ce que ça va vouloir dire pour ces personnes-là et comment on peut atteindre nos buts. Donc, ce n'est pas juste l'interaction avec l'interface. Il y en a énormément de gens qui parlent de UI, UX en parlant de User Interface dans le UX. Mais bien sûr que l'interface va être importante dans l'expérience, mais c'est vraiment une toute petite partie de toute l'expérience qu'un utilisateur ou une utilisatrice va avoir avec un produit. Et donc Don Norman lui explique que quand on est un développeur, et souvent aux États-Unis, quand on parle de développeur, maintenant on ne parle pas au sens codeur, hein, on parle de développeur, toutes les personnes qui participent au développement d'un produit. Donc c'est juste pour préciser, on a un certain modèle mental de ce qu'on veut offrir à notre audience. Donc on a des envies, des intentions, mais évidemment on doit faire rentrer ça dans un système. Alors, dans un jeu vidéo, on utilise un moteur de jeu, que ce soit Unreal Engine ou Unity, ce sont des moteurs de jeu qu'on utilise. Donc ces moteurs ont des contraintes, ont des limitations, donc il faut qu'on joue avec. On a aussi des limitations de temps, des limitations d'argent, forcément. On ne peut pas travailler sur un jeu ad vitam aeternam. Des limitations de personnes. On ne peut pas avoir forcément des centaines de gens qui vont travailler sur le jeu. Donc tout ça va faire qu'on va devoir adapter notre modèle mental, ce qu'on avait l'intention de faire, à toutes ces contraintes.
pour le faire entrer dans le système et le shipper au moment où on a besoin de le faire. Et les utilisateurs, au final, elles et eux vont se faire leur propre modèle mental de ce qu'elles pensent que le jeu, l'expérience de jeu est, seulement par leur interaction avec l'image du système. L'image du système, c'est tout ce qui est à l'interaction du système et des personnes qui utilisent le système. Donc évidemment, ça va être l'interface, mais la musique, l'animation, l'art, le design, etc. Et on n'est pas shippé avec le jeu. On ne peut pas dire aux utilisateurs, voilà, c'est comme ça que ça se passe, attends, on va t'aider. Donc il faut faire en sorte que cette image du système permette aux utilisateurs d'avoir l'expérience que l'on souhaite qu'ils aient. Et donc, toute l'idée du UX, du User Experience, c'est d'aligner ces deux choses, faire en sorte que les utilisateurs finaux aient un modèle mental que l'on espère qu'ils aient au départ selon nos intentions. Donc, c'est ça le UX. Et on utilise certaines méthodes, des connaissances et des méthodes pour s'assurer que c'est ça qu'on va offrir aux utilisateurs au final. Donc, juste une petite question, est-ce qu'il y en a des gamers dans la salle? Vous pouvez lever la main si vous jouez à des jeux vidéo. Ok, super. Et par gamer, j'entends jouer à des jeux vidéo. Donc, même si c'est un jeu sur téléphone, vous êtes un gamer. Il n'y a pas de problème. On s'en sort très bien. Ok, donc on va parler de 3 choses principales. Je vais essentiellement parler de sciences cognitives et vous parler des limitations principales de notre cerveau. Parce que quand on a une expérience avec un produit, cette expérience se passe par notre cerveau. Par notre compréhension, par notre perception, etc. Ça ne se passe pas ailleurs. Donc il faut un petit peu comprendre quelles sont les limitations de ce cerveau quand vous proposez un produit pour que vous puissiez anticiper les problèmes qui peuvent arriver et qui vont entraîner des frictions par rapport à l'expérience que vous voulez offrir. Donc on va regarder de façon très brève, on ne va pas avoir le temps de rentrer vraiment dans les détails, mais à chaque fois que vous découvrez un nouvel objet, que vous apprenez, que vous traitez une information, c'est à peu près ça qui se passe dans le cerveau. Ça passe toujours par la perception, ça passe par un input. On n'apprend pas par le vide, on apprend par ce qui se passe dans notre environnement, ce qu'on perçoit. Et il va y avoir un traitement de l'information qui se fait par rapport à les données qu'on a reçues de nos sens. Et juste en aparté, on n'a pas que 5 sens, on a beaucoup plus que 5 sens. Il y a un mythe autour des 5 sens. Par exemple, on peut percevoir la température, juste en aparté. Donc on a énormément plus de sens que 5. Et au final, si on apprend quelque chose de nouveau, ça veut dire qu'on l'a mémorisé. Et dans ce processus-là, qu'est-ce qui va se passer? Ça va changer physiquement quelque chose dans notre cerveau. On va avoir de nouvelles connexions synaptiques. Les synapses sont les connexions entre neurones. Et ça va physiquement changer quelque chose dans notre cerveau. Alors c'est pour ça que quand il y a énormément de bullshit, je vais utiliser le terme anglais, c'est plus joli, on va dire, qui circule autour des neurosciences. Il y a beaucoup de peurs qui sont en plus attisées. Il va y avoir des gens qui vont dire oui, mais les jeux vidéo, ça va reconnecter, en anglais ils disent rewired, le cerveau de mes enfants. Alors oui, mais comme toute activité qu'on fait dans la vie. C'est-à-dire que notre cerveau n'est pas déjà pré-câblé. On a une plasticité cérébrale, c'est grâce à ça qu'on peut s'adapter à notre environnement. Et donc oui, jouer à un jeu vidéo va changer le câblage dans notre cerveau, mais tout comme vous regardez un film, lire un livre, faire une activité, discuter avec des amis, etc. Là, aujourd'hui, je vais changer le câblage dans votre cerveau et c'est OK, c'est normal, il n'y a pas de problème, vous pouvez vous relaxer. Donc, il y a beaucoup de mythes qui circulent. Et donc, dans ce traitement de l'information, évidemment, il y a énormément de choses qui se passent, énormément de facteurs qui vont changer la qualité de ce traitement de l'information, la qualité de l'apprentissage. Je ne vais pas passer en revue tous les facteurs. Il y a des facteurs biologiques, des facteurs physiologiques. Si vous avez fait la fête jusqu'à tard hier soir et que vous avez un petit peu la gueule de bois aujourd'hui, ça sera un petit peu plus compliqué pour vous de mémoriser ce dont on va parler. Mais les facteurs principaux dont je vais parler ce matin, c'est essentiellement l'attention et la motivation. Et là, dans cette partie-là, je vais surtout parler d'attention, parce que les compétences attentionnelles sont très importantes. Si on ne porte pas attention à ce que l'on voit, à ce que l'on apprend, mais on apprend beaucoup moins bien, forcément. Donc voilà, donc ça, globalement, c'est comme ça que ça se passe. Bien évidemment, c'est très,
très schématisé, hein, c'est très simplifié. Le cerveau est quelque chose de très complexe qu'on n'arrive pas bien à comprendre. Donc gardez bien ça en tête. Hein. Toutes les personnes qui vous disent on a tout compris, puis faites ça, puis votre cerveau est au top niveau, encore une fois, c'est du bullshit. On a des grandes lignes directrices, mais on ne comprend pas vraiment très bien comment le cerveau fonctionne. Et on va avoir besoin sûrement de machine learning, parce que notre cerveau est trop limité pour se comprendre lui-même. Donc c'est à ce point-là. Mais bon, globalement, ça se passe comme ça. Mais gardez en tête qu'on n'a pas des parties comme ça, séparées et indépendantes les unes des autres. Et on n'a pas un traitement qui est forcément sériel comme ça. Et en fait, on n'a pas vraiment de traitement de l'information. Parce que le cerveau ne fonctionne pas comme un ordinateur. On utilise beaucoup la métaphore de l'ordinateur pour essayer d'expliquer comment fonctionne le cerveau, mais le cerveau ne fonctionne pas comme un ordinateur. C'est juste une métaphore qui nous aide à comprendre un petit peu. Okay. Donc pour chaque élément, la perception, la mémoire et l'attention, je vais vous parler de la principale limitation et vous montrer comment dans les jeux vidéo, on essaye de contourner ces problèmes. Alors, on va parler de perception et je vais vous montrer cette image. Vous allez me dire qu'est-ce que vous percevez dans cette image. Donc, vous pouvez le dire très fort si vous reconnaissez quelque chose. Bien. Alors, combien parmi vous a reconnu les personnages de Street Fighter dans cette image? C'est pas mal. OK. Donc, voilà les images de Street Fighter. Donc, effectivement, c'est une représentation artistique de ces personnages. Et en général, je présente ça à des développeurs de jeux vidéo qui ont une culture de jeux vidéo assez intense. On est gamer, on aime les jeux vidéo. Et souvent, j'ai à peu près 40% des gens qui sont Street Fighter, ils sont tous surexcités, et 60% qui sont là, je sais pas, des personnages peut-être, juste des lignes. Et ça, c'est assez amusant. Encore plus particulièrement quand mon audience est plus homogène dans le sens, on est tous des développeurs de jeux, parce que malgré tout, il n'y a que quand même à peu près 40-50% de gens qui reconnaissent ces personnages dans cette image. Et ça, c'est parce que la perception est subjective. On ne perçoit pas la réalité, l'environnement, la réalité telle qu'elle est. On construit une représentation. Donc c'est une construction du cerveau, la perception est une construction du cerveau, et c'est pour ça qu'on ne voit pas tout, on ne perçoit pas tous et toutes la même chose. Ça dépend de notre culture, ça dépend de nos attentes, ça dépend de nos intérêts, de nos connaissances antérieures, etc. Et ça, on a beaucoup de mal à s'en rendre compte, plus particulièrement avec la vision, parce qu'on a tellement l'impression que la vision, c'est précis, ça prend une grosse zone du cerveau, etc., qu'on se dit, je comprends pas, pourquoi tu vois pas la même chose que moi, mais parce que la perception est subjective. Donc ça, c'est très important de garder en tête. Gardez aussi en tête qu'à peu près 8% de la population masculine a une certaine forme de daltonisme, et donc pour ces personnes-là, vous êtes complètement exclus de cet exemple, et donc vous pouvez me détester, et je m'excuse si vous êtes daltonien, mais c'est aussi un moyen pour moi de rappeler à tout le monde qu'on ne doit pas donner une information uniquement avec la couleur. Donc ça, c'est très important pour des notions d'accessibilité. Donc voilà, première grosse limitation, la perception est subjective. Donc vous, en tant que créateur, vous allez mettre plein d'inputs visuels, auditifs. Je parle beaucoup de vision, mais les autres sens, c'est pareil. Et vous ne pouvez pas être sûr à 100% que la personne va percevoir ce que vous avez mis dans votre interface de la même façon que vous l'aviez anticipé. Donc, pour combattre ça, surtout dans le jeu vidéo, c'est juste un amas d'inputs, de stimuli à comprendre. La première chose qu'on fait, c'est qu'on va faire des tests utilisateurs, donc on appelle ça des playtests, ce sont des jeux, et pour vérifier que les gens comprennent bien et perçoivent bien tous les inputs de la façon dont on les a prévus. Donc, je vais vous donner un exemple. Dans Fortnite, en 2013, donc on avait plein de choses en progrès, évidemment. Ça, c'était une icône qu'on était en train d'utiliser à ce moment-là. Est-ce que vous pouvez deviner, je ne sais pas si vous jouez à Fortnite, mais est-ce que vous pouvez deviner ce que cette icône représente? Ouais, piège. Autre chose? Des balles. Alors, en effet, pardon, j'ai un peu un petit chat dans la gorge. Alors, en effet, c'est l'icône pour les pièges dans Fortnite à cette époque-là. Donc ça, c'est évidemment, c'était que du placeholder, donc
des prototypes. Et donc, je faisais venir des gens pour jouer à Fortnite. Et ils jouaient, on avait déjà un bon prototype de jeu. Et après leur session de jeu, je leur montrais des icônes. Et donc, normalement, que ces personnes-là avaient manipulé pendant leur session de jeu. Je leur demandais c'est quoi ci, c'est quoi ça. Et pas tout le monde reconnaissait les pièges. Et certaines, effectivement, me disaient munitions. Et donc ça, c'est un problème parce que les pièges dans Fortnite, c'est vraiment très important dans l'expérience. On doit fabriquer des pièges. C'est important si on veut gagner. Donc c'est un des éléments clés dans Fortnite. Et cette icône doit apparaître dans le menu principal. Le Fortnite, c'est pas une expérience où on veut que les gens soient challengés sur je vais reconnaître une icône. Il y a des jeux où le challenge est perceptif. Je ne sais pas si vous avez joué à un jeu qui est très beau, qui s'appelle Monument Valley, qui est basé sur l'univers de MC Escher. C'est un jeu basé sur la perception et on joue avec la limitation de la perception. Donc c'est OK si on met le challenge là, parce que dans les jeux vidéo, on doit mettre du challenge quelque part, mais c'est pas OK si le challenge est ailleurs. Donc dans ce cas-là, on veut vraiment faire en sorte que le jeu soit plus clair. Donc on va itérer sur l'icône, et c'est comme ça qu'on a changé l'icône pour une icône qui représente un piège à ours. Il n'y a pas de piège à ours du tout dans Fortnite, mais c'est un stéréotype qu'on reconnaît et on comprend la fonctionnalité de cette icône beaucoup plus facilement. Une fois qu'on l'a changé, on n'a plus de confusion, en tout cas avec les gens qui sont venus tester le jeu. Donc ça, c'est une des façons dont on fait pour anticiper les problèmes. On peut faire ça très tôt, sur papier, ça ne prend pas beaucoup de temps, et ça nous permet d'éviter plein de problèmes, parce que nous, on pense que c'est clair pour nous. Évidemment, on connaît le jeu, c'est très clair pour nous, mais pour les personnes qui ne connaissent pas encore le jeu, ça peut créer des confusions. On va parler de mémoire maintenant. Donc en France, j'imagine que tout le monde connaît le penseur de Rodin. Est-ce que vous pouvez essayer de vous remémorer cette sculpture et me dire sur quelle jambe, au singulier ou au pluriel, repose quel bras, au singulier ou au pluriel, dans le penseur de Rodin? C'est là que je m'amuse parce que je spot des gens qui, discrètement, essaient de refaire la posture. Alors réfléchissez, essayez de trouver la réponse. Je vais vous montrer la réponse en image. Alors voilà à quoi il ressemble. Il a les deux bras sur la jambe gauche. Apparemment, c'est plus efficace pour penser. Donc, ce qui est amusant dans cette représentation, c'est une sculpture très iconique. On en a une bonne représentation parce qu'on la voit assez régulièrement. Mais quand on nous demande une question précise par rapport à cette sculpture, là, tout de suite, c'est un peu plus compliqué. Eh bien, c'est parce que la mémoire n'est pas très fiable. On a une mémoire à peu près approximative, mais on ne prend pas des photos comme ça, puis après c'est rangé quelque part dans le cerveau, puis quand on a besoin de récupérer l'information, hop, c'est parfait comme l'était la photo. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Mémoriser, se rappeler de quelque chose, c'est reconstruire une information. Donc pendant cette reconstruction, on va perdre des informations. Parfois, on va mémoriser des choses qui en fait n'étaient pas là. Donc la mémoire est n'était pas fiable du tout. Et en plus de ça, on oublie beaucoup de choses. Donc ça, c'est la courbe de l'oubli qui avait été faite par Ebbinghaus au XIXe siècle. Donc lui, il était allemand, donc il avait essayé de mémoriser des syllabes qui n'avaient pas de sens, mais qui pouvaient être prononcées dans sa langue, en allemand. Et donc il a appris des groupes comme ça de syllabes par cœur. Et au moment où il les connaissait par cœur, après, il a fait varier le moment où il devait se remémorer, donc dans des conditions de rappel, c'est-à-dire qu'il n'a pas du tout le matériel, il doit les noter. Et dans ces conditions-là, quand c'est immédiatement après, donc il vient de les apprendre par cœur, il a 100% de bonnes réponses. Mais après seulement 19 minutes, ça descend à peu près 60% de bonnes réponses. Et au bout d'une journée, ça descend à presque 30% de bonnes réponses. Ce qui veut dire que, donc ça c'est le scénario le pire, c'est-à-dire que vous apprenez quelque chose qui n'a pas de sens, dont vous vous fichez, vous n'êtes pas motivé pour apprendre ça, vous n'utilisez pas de procédés mémotechniques. Dans ces conditions-là, vous allez perdre en moyenne 70% d'un contenu que vous apprenez d'un jour à l'autre. Donc j'espère que demain, vous vous rappellerez de plus de 30% de ce qu'on voit aujourd'hui, mais on essaye de faire en sorte justement d'adoucir cette courbe en utilisant énormément de techniques, en vous motivant, en vous faisant participer, etc. Donc ça, c'est tous des techniques pour faire en sorte que votre traitement de l'information soit plus profond que simplement si vous êtes plus passif, juste à lire ou à écouter.
Notre mémoire est faillible. Et ça, c'est un gros problème dans les jeux vidéo, parce que souvent, ce sont des activités qu'on fait au cours de plusieurs jours, voire semaines ou mois, années parfois. Donc il faut s'assurer que les joueurs d'un jour à l'autre se rappellent de ce qu'ils et elles doivent faire, parce que sinon, on est un petit peu mal. C'est pourquoi, dans les jeux vidéo, toute l'importance du HUD, du Heads-Up Display, je ne me souviens jamais comment on dit en français, l'affichage tête haute, voilà. Donc c'est tout l'intérêt du HUD. Alors il y a parfois des développeurs de jeux qui disent non, mais il faut retirer le HUD pour qu'on soit plus immergé dans le jeu. Or, ça c'est un peu une fallacie. Ça peut marcher si le jeu est très simple, dans le sens où il n'y a pas beaucoup de contrôle et pas beaucoup de choses à mémoriser. Mais dans un jeu à système assez complexe comme Fortnite, si on retire les informations du HUD, ça veut dire que c'est d'autant de poids sur la mémoire dont on va reposer pour les joueurs. Donc c'est tout l'intérêt d'avoir ça. Pareil, aussi dans le UI, on va avoir le petit pop-up qui va nous dire chaque fois qu'on se rapproche d'un objet qu'on peut ouvrir, on va expliquer aux joueurs, voilà, il faut appuyer sur ce bouton-là. On ne demande pas aux joueurs de se rappeler de ce bouton. Un autre exemple, si les joueurs veulent construire un item dans le jeu, ils peuvent épingler la recette sur leur HUD. On ne leur demande pas de mémoriser combien d'ingrédients il leur manque. Comme ça, ils peuvent se concentrer sur leur objectif, trouver ces ingrédients et en récolter, plutôt que de se concentrer sur mémoriser combien il leur en faut et lesquels. Donc voilà, c'est tout l'importance d'essayer alléger cette charge mentale et plus particulièrement mnésique. Je vais vous faire un dernier petit jeu. Je vais vous montrer des cartes et je vais vous demander de choisir une carte et de mémoriser cette carte-là. Donc ça va aller assez vite. Donc choisissez une carte, mémorisez-la. Et je vous parie que je peux deviner quelle carte vous avez choisie et la faire disparaître. Magie! Ok, donc en fait j'ai changé toutes les cartes. C'est un peu nul comme tour de magie, mais je ne suis pas magicienne. Mais tout ça c'est pour vous dire que notre attention est très nulle. On se concentre sur un élément, ce qui fait qu'on ne va pas traiter l'information partout. On va se concentrer sur un élément quand on doit faire une tâche. Et donc, ça me permet après de changer tout, et puis vous n'y voyez que du feu. Bon, évidemment, les vrais magiciens le font beaucoup mieux. Et justement, les magiciens connaissent très bien les limitations de notre cerveau en termes de perception, d'attention et de mémoire. En anglais, ce tour-là, c'est fait grâce à ils appellent ça misdirection of attention. Donc, on va changer la direction de l'attention. Le magicien va faire en sorte que vous portiez attention à cet élément-là, puis hop, il vous en fume. Bon, voilà, c'est fait exprès et c'est pour nous, c'est pour notre plaisir. On sait que c'est ça qui va se passer. Donc, c'est un contrat. Donc, tout va bien. C'est pas à notre insu. Mais c'est pareil si vous faites un jeu vidéo ou si vous faites une interface, vous devez comprendre les limitations de cerveau des personnes qui vont utiliser cette interface pour faire opérer la magie. En psychologie, on appelle ça la cécité au changement. Donc c'est très couru, il y a énormément d'expérimentation là-dessus. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur Internet et taper Change Blindness. Il y a énormément d'expériences qui sont assez rigolotes. Mais on est très mauvais à voir des gros changements quand on porte notre attention à autre chose. Et le pire, c'est qu'on pense qu'on est doué à ça. On pense qu'on arrive à faire du multitâche, on pense qu'on arrive à faire attention à ce qu'il faut. Non, on est nul. Il faut juste prendre en mesure nos limitations pour pouvoir les dépasser. Donc, notre attention est très limitée. Allô, calme-toi. Voilà, notre attention est très limitée. Une façon de faire dans les jeux vidéo, il y a beaucoup de jeux vidéo, notamment les jeux vidéo d'action, où on va jouer avec l'attention. On peut justement faire en sorte que les gens se sentent un peu débordés, ils doivent aller courir dans un endroit, ils ont un objectif, ils doivent tirer sur des ennemis, éviter de se faire attraper, aller sauver leurs équipiers et équipières. Donc il faut, si c'est un jeu vidéo d'action, évidemment qu'on va mettre le challenge sur l'attention. Mais par contre, même pour les jeux vidéo d'action, il va falloir faire très attention au moment où on apprend aux joueurs comment jouer.
C'est-à-dire que même si on a une audience et on target des hardcore gamers, donc des gens qui sont très experts dans un type de jeu, il y a quand même énormément de choses nouvelles à apprendre. Les contrôles ne sont pas toujours les mêmes, les objectifs ne sont pas les mêmes, les systèmes ne sont pas les mêmes. Donc dans ces moments-là, ça demande énormément de ressources attentionnelles pour les gens pour mémoriser ce genre de choses. Donc si au moment où vous voulez apprendre quelque chose aux joueurs, comme par exemple ici, je vais vous montrer quand on essaie de prototyper l'apprentissage de comment on se soigne dans Fortnite. Donc à l'époque, pour se soigner dans Fortnite, donc c'était en 2014, il fallait consommer un item de soin que vous voyez là, c'est en bas le deuxième en partant de la gauche. Et c'est comme ça qu'on essaye de voir si ça fonctionnait. Donc la première fois que le joueur est heurté et sa barre de vie descend en dessous de 50%, hop, ça clignote. Et là, on a un type en disant « Ah, bah, si tu es blessé, il faut consommer un item de soin. » Et hop, ça disparaît. Bon, bah là, sauf que le problème, les gens sont concentrés sur détruire les zombies. Donc, ils ne sont pas capables de même percevoir qu'il se passe un truc dans le HUD. Et ça, on a du mal à le comprendre. Donc il faut faire très attention. Si vous voulez faire passer une information, il faut que vous vous assuriez que les gens ne soient pas focalisés sur quelque chose d'autre. Parce que sinon, ils ne vont pas du tout pouvoir traiter cette information. Peut-être même, ils ne vont même pas percevoir que cette information est sur l'écran. Donc voilà, donc ça, encore une fois, c'est pour très rapidement, hein, si je n'ai pas beaucoup de temps, c'est pour vous montrer un petit peu les limitations principales de notre cerveau. Et ça, c'est utile pour designer, pour développer n'importe quel objet, interface, que ce soit un jeu vidéo, que ce soit une app ou n'importe quoi. Il faut vraiment prendre la mesure de ces limitations si vous voulez offrir l'expérience que vous souhaitez pour vos utilisateurs. Donc rappelez-vous que la perception est subjective, l'attention est très limitée et la mémoire faillible. Et en plus de ça, on a énormément de biais cognitifs qui nous pourrissent la vie et pourrissent notre société. On ne va pas rentrer là-dedans, mais sachez que ça existe et qu'on les a tous, toutes et tous. Il n'y en a pas un pour relever l'autre. C'est OK, mais c'est pour ça qu'il est important de designer les environnements, de designer y compris la démocratie ou tout ce que vous voulez, en fonction de ces biais afin d'avoir une société plus équitable. Mais on ne va pas parler de ça, on va parler de l'expérience utilisateur appliquée aux jeux vidéo. Dans un jeu vidéo, on a deux éléments principaux si on veut se concentrer sur l'expérience utilisateur. Là, je me focalise vraiment sur l'interaction avec le jeu, pas l'expérience globale. Quand on parle de game UX, donc d'expérience utilisateur appliquée aux jeux vidéo, il y a deux piliers principaux. Le premier, c'est l'utilisabilité, usability en anglais, et le deuxième, c'est ce que moi j'appelle, faute d'avoir un meilleur terme, engageability, donc c'est l'habilité à engager les joueurs. Le usability, c'est quelque chose qu'on connaît bien, on a énormément de papiers dessus, il y a eu énormément de recherches dessus, c'est vraiment basé sur les sciences cognitives, il y a beaucoup de ressources. Donc je vais vraiment aller brièvement parler de ça, mais un jeu vidéo, même s'il est utilisable, si vous regardez, c'est de l'ergonomie, parce que les bouteilles en général sont un peu plus fines au centre pour pouvoir vous permettre de la gripper. Il y a des dents sur le bouchon qui vous permettent d'avoir un bon grip. Ça, c'est de l'utilisabilité ou de l'ergonomie. Mais un jeu vidéo, il peut avoir une très bonne utilisabilité et être chiant. Le but du jeu vidéo, ce n'est pas un outil pour faire quelque chose. C'est vraiment, on joue à un jeu vidéo pour le plaisir de jouer. Donc, même si le jeu vidéo est très utilisable, il faut que ce jeu soit engageant. Sinon, on ne joue pas. Donc, cette dimension d'engageability est très importante pour les jeux vidéo. Elle est aussi importante pour d'autres produits. Don Norman, lui, parle de emotional design. Donc, le design doit aussi être émotionnel. C'est pour ça que des objets comme l'iPhone ont pris le pas sur le BlackBerry, non pas pour des fonctionnalités plus intéressantes, mais tout simplement parce que c'était plus l'émotion, l'interaction était beaucoup plus sympa et émotionnelle qu'un BlackBerry. Donc c'est aussi important pour d'autres objets, mais pour le jeu vidéo, c'est primordial. Donc l'usabilité, il y a ce qu'on appelle des heuristiques pour essayer d'anticiper quels vont être les problèmes. Les heuristiques que j'utilise moi sont un petit peu différentes des heuristiques qu'on utilise en web design, par exemple, qui ont été établies par Jacob Nielsen. Je les ai juste réadaptées aux jeux vidéo parce qu'on n'a pas le même vocabulaire, mais c'est à peu près les mêmes concepts. Signe et feedback,
dans la version de Jacob Nielsen, qui est celui qui est la référence en termes d'utilisabilité, parle de Visibility of System Status. Donc, c'est la visibilité du statut du système. Si vous prenez vous allez dans l'ascenseur et que vous voulez aller au 5e étage, vous essayez de comprendre où est-ce qu'il faut appuyer pour aller au 5e étage. Vous voyez le bouton 5, ok, vous appuyez sur le 5. Donc ça, c'est le signe, on vous donne le chiffre. Vous appuyez dessus. S'il n'y a pas de feedback du système vous disant « Oui, j'ai bien compris où tu veux aller, donc ça va s'allumer », souvent, ce qui se passe, on va continuer à appuyer parce qu'on n'est pas sûr. C'est ça, le statut du système, l'ascenseur, dans ce cas-là, n'est pas visible. Et c'est frustrant. Après, en fonction de... Ça peut être frustrant, dangereux parfois. Ça dépend des situations. Mais dans le jeu vidéo, on parle de signes et feedback. Donc les signes, c'est ce que vous voyez et que vous comprenez, vous pouvez interagir avec. Et les feedbacks, c'est dès qu'il y a un input du joueur, il y a un feedback par rapport à ce que les joueurs font. Donc si vous avancez, si vous pressez la manette pour avancer, le personnage a une animation, c'est un feedback. On va essentiellement parler de ce qu'on appelle form follows function. La forme suit la fonction, et de flexibilité, parce que je n'ai pas le temps de tout couvrir, mais c'est juste pour vous donner des exemples. En jeu vidéo, si vous voulez être sûr que l'interface soit intuitive et que les éléments d'enjeu soient intuitifs, comme on l'a vu précédemment, il faut s'assurer qu'ils soient perçus de la façon dont vous l'anticipiez. Ça, c'est pas vrai simplement pour les icônes, mais également pour l'environnement, ou un autre exemple, pour les personnages dans un jeu. Ça, ce sont les personnages dans Mario. On peut comprendre rien qu'en regardant ces personnages, comment ces personnages peuvent être dangereux. Donc, le premier en haut à gauche est attaché au sol. C'est un boulet attaché au sol. Donc, clairement, il ne va pas nous courir après. Il va être dangereux dans un périmètre bien précis. On a le gros boulet de canon, la roquette, là, qui va très vite dans un sens. On comprend qu'il y a peu de chances quand même qu'elle tourne et puis qu'elle nous course après dans l'autre sens. La tortue, on comprend que si on saute dessus, il y a peu de chances qu'elle meure. La fleur, il y a des dents, hein, donc a priori, il vaudrait mieux pas sauter dessus. Le squelette s'apprête à nous jeter quelque chose, donc a priori, il peut nous heurter à distance. Et le Big Boss Bowser a des pics sur le dos, donc on comprend que si on saute dessus, on va se faire mal. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le form follows function. La forme d'un item, que ce soit l'environnement, l'icône ou un personnage, informe sur sa fonctionnalité, sur comment ça fonctionne, comment on va pouvoir interagir avec. Et encore une fois, en fonction des jeux, on veut que ce soit plus ou moins clair. Là, dans Mario, le challenge est sur les réflexes, la coordination, c'est du platforming. Le challenge n'est pas sur comprendre les personnages et comment ils sont dangereux. Donc voilà, c'était juste un petit exemple pour vous expliquer comment on essaye de faire en sorte de retirer les frictions là où on ne veut pas en avoir, afin que les joueurs puissent se concentrer sur le challenge, là où on veut mettre du challenge. Je vais simplement vous parler aussi de flexibilité dans le design, c'est très important pour s'adapter à tout type de personnes, pour que les gens, si vous avez des options, vous pouvez choisir si vous voulez des sous-titres ou pas, la taille des icônes, etc. Donc ça, c'est très important pour tout le monde, mais c'est évidemment primordial pour des questions d'accessibilité, afin que tout le monde puisse jouer. Ça touche énormément de joueurs, et il y a des guidelines, il y a des aides pour faire ça de façon assez facilement. Il y a plusieurs, que ce soit basique, intermédiaire ou avancé, il y a des choses qui sont assez faciles à implémenter. Donc, ce n'est pas forcément compliqué de rendre un jeu ou une interface accessible. Si on le planifie dans le développement, il n'y a aucun souci. Donc, si vous faites des jeux vidéo, vous pouvez regarder sur ce site qui est vraiment très bien fait et qui permet de donner des indications. Ok, donc l'utilisabilité c'est une chose, mais l'engagement est primordial. On veut que le jeu vidéo soit fun. Alors le problème c'est que cette deuxième partie,
ne sait pas trop comment l'appeler. Il y a des gens qui appellent ça le fun, et d'autres gens qui appellent ça l'immersion. Pendant longtemps, j'ai appelé ça le game flow, le flow où on reste vraiment dans le jeu, mais au final, ça ne rassemblait pas tous les éléments pour l'engagement. C'est pour ça que maintenant, j'utilise ce terme-là, qui est un peu bizarre, mais au moins, on parle de l'habilité du jeu à être engageant, de la même façon dont on parle de l'habilité d'une interface à être utilisable. Au cours des années, donc on a beaucoup moins de papier, de recherche par rapport à l'engagement, comment ça fonctionne. C'est beaucoup plus complexe au niveau du cerveau. Donc au cours des années, chez Ubisoft, LucasArts et Epic, j'ai développé mon propre framework pour essayer d'appréhender ces éléments-là. Et c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Encore une fois, je vais juste vous présenter quelques exemples. Dans ce framework, l'engagement, c'est d'abord de la motivation. On n'a pas de comportement, on ne fait pas quelque chose si on n'est pas motivé pour le faire. Donc ça part de là. Donc on va parler de motivation, mais la motivation humaine, c'est assez compliqué. On n'a pas de théorie qui permet d'unifier tous les comportements humains pour les expliquer. On a plusieurs théories qui sont plus ou moins fiables. Mais donc c'est un peu ça le problème. C'est compliqué de comprendre qu'est-ce qui motive les gens à faire certaines choses. À partir de là, on a l'émotion qui renforce la motivation. Il y a tout un débat. Est-ce que l'émotion vient d'abord et ensuite c'est la motivation? Parce qu'on a une émotion de peur, alors on est motivé à filer? Ou est-ce que parce qu'on est motivé à fuir d'un prédateur, qu'on est récompensé par une émotion de peur? De plus en plus de théories vont vers le deuxième choix. Parce que comme la motivation, et c'est ça qui est primordial, surtout sur des êtres qui doivent se mouvoir, et la motivation est la première chose importante. On ne va pas rentrer dans les théories, mais c'est juste pour vous expliquer pourquoi c'est complexe. Mais donc, on va essentiellement parler de motivation, comment ça fonctionne un petit peu, et je vais vous parler un petit peu du game flow, parce qu'on parle beaucoup de flow dans les jeux vidéo. Et donc, la motivation humaine, donc c'est compliqué. On a plusieurs théories qu'il faut prendre en compte. Je vais vous parler de 2 types de motivation qui ne sont pas les seules, mais qui sont celles dont on se sert le plus. C'est la motivation extrinsèque et la motivation intrinsèque. La motivation extrinsèque, c'est vous faites quelque chose pour obtenir quelque chose d'autre. Par exemple, vous n'aimez pas votre boulot, mais vous y allez quand même parce que vous avez besoin de sous pour payer votre loyer et pour manger. Ça, c'est de la motivation extrinsèque. Vous avez la motivation intrinsèque. Par exemple, vous êtes passionné par votre boulot, donc vous allez bosser parce que vous aimez bosser avec vos collaborateurs et collaboratrices, et parce que vous êtes passionné par ce que vous faites. Ça, c'est de la motivation intrinsèque. Vous faites cette activité pour le plaisir de le faire, pas pour obtenir quelque chose d'autre. Donc la motivation extrinsèque dans les jeux vidéo, c'est clair, on utilise énormément ça. On a des buts bien précis dans le jeu, il faut accomplir une mission, il faut tuer un méchant, il faut récupérer des éléments. Et quand on le fait, on a une récompense qui est assez claire. Ça, c'est quand même assez important. C'est aussi important pour des éléments tactiques, parce que dans les jeux vidéo, on a souvent plusieurs choses qu'on peut faire. Et les joueurs peuvent décider qu'est-ce qu'ils et elles ont envie de faire pour pouvoir choisir quel type de récompense les intéresse pour faire une autre activité. Donc ça, c'est assez clair dans les jeux vidéo. On ne va pas trop se baser là-dessus. Mais quand on parle de gamification, en dehors du jeu, souvent, on se focalise que sur ça. Alors oui, c'est important, mais tout seul, c'est pas du tout suffisant. La motivation intrinsèque est très importante également. Et la théorie qui est la plus fiable pour l'instant, c'est ce qu'on appelle la théorie SDT, pour Self-Determination Theory, donc cette théorie de l'autodétermination. Cette théorie explique qu'on est plus motivé à faire une activité si cette activité nous satisfait pour nos besoins de ressentir une compétence, l'autonomie et du relationnel. La compétence, c'est le sens de la progression. Si tous les jours vous faites une activité et vous êtes de plus en plus doué dans cette activité-là, ça vous motive à continuer. Vous sentez que vous êtes meilleur, donc c'est motivant.
Si vous essayez de maigrir, on est souvent obligé de faire des régimes et on se force à pas manger les choses qu'on aime bien manger. Si on voit qu'on perd du poids, ok, c'est motivant. Et à un moment, comme ça arrive toujours, on va atteindre un plateau et c'est à ce moment-là qu'on va se dire mais pourquoi je m'emmerde à continuer à faire ce régime? Ça ne sert à rien. Dès qu'on voit qu'on ne progresse plus vers un objectif, c'est là on est complètement démotivé. Donc ça, cette notion de compétence est très importante. Elle est parfois liée à notre agilité. Donc que si vous faites un sport ou un instrument de musique ou dans un jeu vidéo, il y a des jeux qui sont très liés par rapport aux habiletés. Mais ça peut aussi être plus artificiel dans un jeu vidéo, par exemple, dans les jeux les RPG, donc les jeux où on joue le rôle d'un personnage, on monte d'un niveau, on level up. Et à chaque fois qu'on monte d'un niveau, on a une nouvelle habileté. Artificiellement, cette habileté nous permet d'être plus puissants dans ce monde-là. Donc c'est pas nécessairement lié à notre agilité physique, ça peut être aussi lié à des choses plus abstraites. Mais c'est important d'avoir ce sens de progression. C'est pour ça que vous avez des barres de progression partout. C'est pas juste pour le côté récompense, c'est aussi parce que c'est satisfaisant de voir qu'on arrive à progresser vers un but. L'autonomie, c'est l'expression personnelle, donc pouvoir choisir comment son personnage, à quoi ce personnage ressemble, dans Fortnite, quelle danse va nous représenter, mais aussi choisir comment résoudre un problème. Les jeux ce qu'on appelle bac à sable, sandbox, sont des jeux qui sont très basés sur l'autonomie. On a plusieurs façons de résoudre un problème. Et le relationnel, on est une espèce qui se repose énormément sur le relationnel. On n'a pas de griffes, ni de dents, ni rien de tout ça. C'est grâce à notre coopération qu'on a réussi à survivre. Donc l'aspect relationnel est très important. Et dans les jeux vidéo, c'est autour de la coopération et de la compétition. La coopération est même plus importante que la compétition. Et d'ailleurs, souvent dans les jeux compétitifs, il y a une coopération. On est un groupe, un squad, et on fait une compétition contre un autre groupe. Même dans les jeux le football, c'est de la coopération et de la compétition. Donc voilà, donc les jeux vidéo qui ont une bonne couverture de tout ça permettent d'être plus engageants parce qu'on a plus envie d'y jouer. Et le flow, je vais aller très vite ici, il ne me reste que 3 minutes. C'est essentiellement autour du challenge. Le jeu doit être toujours ni trop facile ni trop difficile. Si c'est trop facile, on s'ennuie, c'est pas drôle. Si c'est trop difficile, là on devient anxieux et on est stressé, puis on jette la manette, ça nous énerve. Donc il faut qu'on soit bien dans un bon juste milieu. Il faut aussi que le rythme ce soit pas toujours hyper stressant, il faut qu'il y ait des moments un peu plus relax. Et aussi, il faut penser à la courbe d'apprentissage. Comment est-ce qu'on va apprendre aux joueurs tous les éléments dont ils et elles ont besoin pour être compétents dans le jeu, parce que la compétence est clé pour la motivation intrinsèque. Et donc, on essaie toujours de réfléchir à quelle va être l'importance pour le joueur d'apprendre quelque chose. Par exemple, dans Fortnite, dans le mode histoire, on apprend à construire des escaliers à un moment où on est dans un trou et il faut qu'on sorte de là. Donc, c'est toujours important d'essayer de trouver un moment qui a du sens pour le joueur pour apprendre quelque chose de nouveau. Et je vais finir très rapidement pour vous expliquer comment on essaie de retirer les biais humains, parce qu'on est tous humains, pour arriver à comprendre les problèmes quand on développe un jeu, pour régler les bons problèmes. Se régler les problèmes, c'est facile, mais régler les bons problèmes, c'est ça qui est plus compliqué. Donc on a souvent dans les jeux vidéo, dans les studios de jeux, on a souvent un labo de playtest où on va pouvoir regarder ce que les joueurs font. Donc évidemment, les joueurs sont là pour tester le jeu. On ne teste pas les joueurs, c'est les joueurs qui nous aident à tester le jeu pour voir quels sont les problèmes dans le jeu qu'on peut améliorer. Et quand on trouve un problème, on essaie de comprendre d'où ça vient. Donc par exemple dans Fortnite, il y avait pas mal de gens qui se plaignaient que ça prenait trop de temps pour récolter des ingrédients. On appelle ça du grinding dans les jeux vidéo. Donc est-ce que ça vient de notre design? Donc les système designers, ils s'amusent avec des spreadsheets pour balancer le jeu, pour équilibrer le challenge. Alors, est-ce que c'est un problème qui vient de là? Est-ce qu'à un moment, ça devient vraiment trop difficile, trop long pour récupérer des ingrédients? Ou est-ce que c'est un problème de perception?
Parce que rappelez-vous, la perception est subjective. Et le problème ne vient pas forcément de votre code ou de votre système. Ça peut venir d'un problème de perception. Et je vais vous donner, j'ai 50 secondes, ça va être compliqué, un exemple dans le jeu, dans Fortnite. Je vais être compliqué de faire ça en 50 secondes. Quand vous devez récolter des ingrédients, vous avez un élément comme ça qui s'affiche. Et normalement, c'est pour inciter aux joueurs à taper dedans pour récolter plus rapidement. Or, les premières fois qu'on faisait des playtests, les joueurs ignoraient complètement cet élément. Et quand je leur demandais qu'est-ce que c'est ça, ils me disaient aucune idée. Et donc, on a itéré, on a essayé de changer l'ingrédient en mettant du bleu beaucoup plus visible. Bon, ils ont continué à l'ignorer. Pas du tout marché, mais quand on leur demandait qu'est-ce que c'est ça, ils nous répondaient ça c'est pour me dire que je cible cet élément-là. Donc là, on comprend qu'au moins ils le voient, mais ils ne comprennent toujours pas à quoi ça sert. Donc c'est comme ça qu'au final, les designers se sont dit on ne va pas donner cet élément tout de suite aux joueurs, on va l'intégrer dans le développement de compétences. Comme ça, d'un temps, ça devient un élément c'est quelque chose où on porte plus attention. Maintenant, il faut le débloquer. Maintenant, on a une nouvelle compétence. Et une fois qu'on a fait ça, on a vu beaucoup plus de joueurs finalement taper dans cet élément pour aller plus loin. Alors, on n'a pas réussi à l'avoir à 100%, mais au moins, on a eu beaucoup plus de joueurs qui comprenaient ce qu'il fallait faire. Et ça, c'était important pour le design. Voilà, donc ce sont les ingrédients qu'on utilise dans le jeu vidéo pour essayer de faire en sorte que le jeu soit amusant et utilisable. Évidemment, c'est toujours en progression. Et puis, je vais rester là pour si vous avez des questions plus tard. J'ai écrit un livre sur le sujet, c'est en anglais. Je suis en train de le traduire en français, mais j'ai pas beaucoup de temps. Mais ça vient. À un moment, ça sera traduit en français. J'ai plein de ressources sur mon blog également. Et puis, merci encore beaucoup d'avoir été présente.